Bienvenue dans l'émission C'est plus clair. Je suis très heureux que vous nous retrouviez. J'ai un plateau magnifique. Et pour cette émission d'aujourd'hui, la deuxième, j'ai voulu vraiment avoir un plateau de crème, la crème de la femme. J'ai déjà une crème à côté de moi qui s'appelle Joanji. J'ai Armel qui est sur ma gauche. J'ai Ayodel qui est sur ma droite, ma gauche aussi, et Annie Thierry qui est sur ma droite, sans oublier Marcel. Je suis un homme, oui, mais bon. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être venue dans C'est plus clair. C'est moi. C'est vrai que je te connais depuis un bon bout de temps et que je suis heureux vraiment que tu aies accepté cette invitation. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Bonjour Ayodel. Bonjour. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Pour pouvoir te recevoir dans cette émission, c'est plus clair. J'ai expliqué un tout petit peu à ma co-animatrice, Joanne, j'ai dit, mais comment je peux faire pour faire venir Ayodel? Elle me dit, tu sais, les politiques et tout ça, c'est pas facile, ils sont toujours overbookés, donc insiste, utilise une démarche qui te permettra d'être là. Et Armel aussi, franchement, Armel, je suis très content. Mais c'est moi, merci pour l'invitation. Très content que tu sois là parce que tu es une chef d'entreprise. Je t'appelle par ton prénom et puis on va découvrir exactement ton nom. Tu vois. Plateau de crème de dame Annie qui est réalisatrice, qui est productrice, écrivaine, actrice de cinéma. On va en parler tout à l'heure. Mais en attendant qu'on se retrouve, on va aller vers l'actualité et voir ce qui s'est passé. Il se passe beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a une actualité actuellement qui m'interpelle beaucoup, surtout concernant une artiste. On va écouter les propos d'une artiste qui lance un SOS au président Macron. Madame Ngolié Yeneshimene, présentement au Cameroun dans la ville de Yaoundé. Numéro de passeport 23 EF 79 980. Je suis en danger de mort au Cameroun. En ce jour de la célébration de la femme, je me permets de vous faire cette vidéo afin de vous exposer les graves problèmes me concernant sur le territoire camerounais. En effet, je suis en danger de mort au Cameroun depuis quelque temps, pourchassé par l'homme qui m'a épousée et qui se révèle être aujourd'hui mon bourreau. Entre escroquerie en bande organisée, vol, violence physique, traitement inhumain et dégradant. Je suis menacé de mort sur le territoire camerounais pour avoir constaté que M. Sima Nkwa Joseph Arnold, actuellement installé en France, a concocté un plan pour m'assassiner au Cameroun. Je vous prie de bien vouloir prendre des mesures nécessaires pour que ma sécurité au Cameroun et en France soit garantie et que je sois rétabli dans mes droits. Monsieur le Président, Son Excellence Emmanuel Macron, comme je l'ai dit plus haut, j'ai été attiré par mon mari Sima Nkwa Joseph Arnold et sa famille pour une assise familiale pour le remboursement de mon argent et pourtant tout était faux. C'était plutôt pour un éventuel assassinat. Monsieur le Président, au secours, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Voilà, Chimène Ngoli, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, Armel? Alors, comme je ne maîtrise pas très bien le sujet, c'est vrai qu'elle se plaint de son mari, des violences. Elle n'a pas très bien expliqué ce qui lui arrive. Mais je pense qu'une femme qui pleure autant et qui appelle au secours doit être entendue. Et c'est un appel qui doit arriver auprès de la personne qu'elle interpelle. Et je pense que via cette émission, il pourra faire quelque chose. En tout cas, voir ce qui se passe déjà et voir comment y remédier. Qu'est-ce que tu en penses, Annie? Et moi, je pense qu'une femme qui visiblement subit des violences
ça interpelle tout le monde, ça devrait interpeller tout le monde. Au Cameroun, en Afrique d'abord, et oui, comme elle interpelle le président français. Et ça devrait interpeller les autres hommes aussi, pour dire que un homme, je ne sais pas ce qu'il lui fait, s'il la bat, si elle parle d'assassinat, c'est quand même grave. Donc tout le monde devrait pouvoir se lever pour cette femme et ne pas la laisser dans cette détresse. C'est vraiment ça que je peux dire. Et Ayodele, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que malheureusement on est encore sur des sujets de violences faites aux femmes et qu'elle a l'air d'être isolée et que c'est important que, au-delà d'interpeller aussi le président Macron, mais d'interpeller autour d'elle, que ce soit auprès de sa famille, des proches, là où elle habite, pour qu'elle ait du soutien et qu'elle soit accompagnée dans la difficulté là, qu'elle rencontre. Donc c'est assez malheureux, mais malheureusement, c'est vrai qu'on a ces sujets-là aussi dans tous les pays, mais c'est important qu'elle prenne la parole. Donc je pense qu'il faut saluer le courage qu'elle a aussi de publiquement prendre la parole sur ce sujet-là, et pour que peut-être ça n'arrive pas à d'autres femmes aussi. Et toi Moi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que tu te souviens du film que j'avais fait sur les violences conjugales. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'entends les informations et on entend des femmes battues, des femmes qui meurent d'ailleurs sous les coups du mari. Donc je pense que, heureusement qu'il y a des associations qui s'occupent justement de gérer ce genre de choses. Mais c'est vrai que le gouvernement devrait aussi être beaucoup plus présent par rapport à ça. Et ton mot d'avant la fin? Je pense qu'il est tout à fait nécessaire et même fondamental de libérer la parole, que ces femmes libèrent la parole. Parce que sans dénonciation de ces actes qui sont pour moi à la limite d'un crime contre l'humanité, et la dignité de la femme, cette dame a bien fait. Et d'autres, j'espère que d'autres témoignages de femmes dans son cas s'en suivront pour dénoncer cela, et que les comportements changent et qu'il y ait une évolution. La femme n'est pas un objet meuble comme au temps de l'esclavage. La femme est un partenaire et il est temps de faire avec. Nous sommes quand même en 2025. Est-ce qu'elle n'est pas en train de péter les câbles? Excusez-moi si je parle comme ça, parce qu'on a eu une artiste qui s'appelait Wopso, qui criait aussi, qui demandait de l'aide. Est-ce que c'est forcément son mari? Elle l'a dit clairement, elle a accusé son mari. Donc. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Vraiment, personne ne sait. C'est pour ça qu'il faut aller voir. Parce qu'elle a pris la parole. Donc il faut aller voir pour comprendre ce qui se passe. Si c'est le mari, si c'est pas le mari. Mais il faut que les gens se lèvent avant qu'il ne soit trop tard. C'est dans le cas où c'est le mari. Et si elle ne fait rien, et s'il est trop tard. Tout à fait. Voilà, donc il faut se lever. L'inévitable se produise. Oui, il faut se lever, il faut l'entendre. Et ça ne veut pas dire qu'on accuse le mari forcément, on ne dit pas que ce qu'elle dit est vrai, mais il faut au moins entendre ça et chercher à comprendre ce qui se passe, parce que là, toutes ces larmes-là, c'est pas facile de se mettre comme ça. C'est ce que je veux dire, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Il faudrait d'autres points de vue pour pouvoir après faire une opinion vraiment de ce qui se passe dans le couple. C'est ce que je disais tantôt, il faut vraiment regarder ce qui se passe, vérifier les informations, et puis après faire le nécessaire. Déjà la mettre en sécurité, on ne sait jamais, et puis chercher à savoir si c'est un problème psychologique ou c'est quelque chose qu'elle vit. Voilà, il faut savoir, il faut comprendre, il faut chercher à savoir. Tout à fait. Bon, on va passer à d'autres actualités. C'est la Coupe d'Afrique culinaire, où plusieurs participants se rejoignent et mettent en avant les diverses cuisines d'Afrique. Justement, on a une amie très proche qui se nomme Lily Bangou, chef Lily Bangou, hello, qui est à l'Académie nationale de cuisine, donc qui est décorée. Ici
en France. Donc la prochaine étape, comme on dit, the next step, peut-être cuisiner pour l'Élysée. Ce qu'on lui souhaite. Lili Bangou est à la tête du jury, en fait. Ok, mais si c'est des plats africains, elle va faire ça à l'Élysée? Non. Alors, Lili Bangou est une chef d'origine caraïbéenne qui était dernièrement au Togo et au Bénin, donc qui connaît l'Afrique. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle fait de la cuisine revisitée, gastronomique. Donc, mais d'ailleurs, on voit sur, pour nos téléspectateurs qui sont là, on voit la Coupe d'Afrique des cuisines. Qui met en valeur la cuisine africaine. Donc, je trouve ça très intéressant. De valoriser au travers de la gastronomie la cuisine africaine. Annie, toi qui parlais de cuisine, tu vois un peu ce qu'elle fait comme cuisine? Oui, je pense que regarde l'écran. Oui, c'est bien de revisiter, c'est bien de proposer quelque chose de... C'est innovant. Alors, si je peux dire un mot sur Lili, parce que j'ai déjà eu à travailler avec elle, elle fait une cuisine magnifique. Elle mélange à la fois tout ce qu'elle a comme culture des îles avec la culture occidentale et la culture africaine. C'est vraiment un brassage de ces trois-là qui fait que lorsqu'on goûte sa cuisine, on a l'impression de voyager en fait. On voyage entre l'Afrique, les îles et l'Occident. C'est juste magnifique. Que ce soit le dessert, l'entrée, le plat de résistance, en fait, c'est un régal. Qu'est-ce que j'aimerais goûter à sa cuisine? Parce que moi, je suis un fin gourmet. Je ne mange pas beaucoup. Ça me donne envie. Mais les papilles, oh là là. Ça me donne envie. Et là, je me sens... Ça me donne envie, hein. J'ai C'est vraiment une envie. amie personnelle. Si vous êtes sage, on verra. C'est une très très bonne idée. C'est une excellente idée. J'espère que nous serons là pour accompagner cette idée merveilleuse. Déjà, on regarde même à l'écran. Si tu peux faire un petit commentaire sur les plats. Parce que oui. C'est pas un bout de banane que je dois Armel l'a bien dit. Lili, c'est mêle saveurs caraïbéennes, africaines et occidentales. Donc, elle est vraiment une promotrice. D'ailleurs, dernièrement, elle était au Togo et au Bénin. Il y a un peu d'alcool. Voilà. Donc, on va goûter. On va compter sur prochainement. C'est une promesse que j'ai faite. Marcel et Je vous ai fait une surprise après l'émission. Annie, oui. Merci, c'est bien. C'est pour tous les gens qui veulent être, tous les DJ, tous les gens qui veulent être animateurs radio, télé, voilà. On peut contacter Mitsu. C'est lui le parrain de cette école. Donc c'est le 06 23 18 35 06 pour tous ceux qui veulent devenir animateurs comme toi, Joanne, ou comme toi, des futurs toi, hein, comme Annie Télé aussi, parce que Annie a fait de la télé. C'est notre partenaire hein, qui va nous accompagner durant notre saison d'émission. Et ensuite il y a aussi le Festico. Le Festico, c'est un festival comique du rire qui est organisé le 15. Voilà, c'est écrit là, c'est à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. Donc on attend tout le monde hein, le 15 mars là. C'est jeudi, c'est samedi. Ouais. Ça, vraiment, c'est la deuxième édition à Paris. On va voir C'est la vie. Hello tout le monde, c'est la vie. Aujourd'hui, on est là pour Faisceau et Convergence, le festival de films courts où je suis présidente du jury. Mais je vous donne rendez-vous le 15 mars pour le Festigo. Venez, on va rigoler, on va passer un moment incroyable, inimaginable, inoubliable, qui restera gravé dans la mémoire. Venez, je serai maîtresse de cérémonie. Alors là, ça va chauffer. Bonjour Ayodele Kwasa. Bonjour. C'est ça, hein, j'ai bien prononcé. Ayodele Kwasa, oui. Ayodele Kwasa. Je suis très honoré que tu sois sur notre plateau aujourd'hui de C'est plus clair. Comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. Voilà, je voudrais que tu nous parles un peu de toi.
En fait, donc moi je suis une athlète olympique, donc j'ai commencé à Paris, je suis une Parisienne, donc j'ai fait spécialiste du 100 mètres et du relais 4x100 mètres. Donc j'ai une carrière de plus de 20 ans en équipe de France, sur le 100 mètres et le relais 4x100. Je suis très engagée notamment sur les sujets autour de la précarité des athlètes, notamment la commission des athlètes du comité olympique. Je suis aussi consultante en parallèle dans tous les sujets de transformation et de conduite du changement d'entreprise et maire adjointe en charge de la santé dans le 18e arrondissement à Paris. Donc quand tu dis maire adjointe, ça veut dire qu'actuellement ta fonction c'est maire adjointe, quoi. Je suis maire adjointe et consultante à côté, mais effectivement j'ai une fonction élective au sein de la mairie du 18e, donc là où j'ai grandi. J'ai eu des difficultés vraiment à t'avoir sur le plateau, donc tu n'as pas le temps. Parce que tu es très très occupé. Et je vais en profiter pour t'arracher 2 ou 3 phrases comme ça, histoire que tu nous parles un peu de ton parcours. Hein. Mais en résumé, qu'est-ce que tu peux nous résumer sur ta vie d'athlète ? Je dirais pas que j'ai pas le temps, je dis que j'organise mon temps et donc du coup pour faire du sport de haut niveau et travailler aussi en parallèle, ça demande aussi de structurer son temps, sinon c'est pas possible. Qu'est-ce que je retiens de ma carrière d'athlète ? Beaucoup de travail. Donc c'est beaucoup de travail de l'ombre parce que ça se voit pas tellement. Nous les athlètes on s'entraîne de septembre à fin août, donc ça m'a appris énormément de choses en termes de rigueur, en termes de détermination, de résilience aussi. Ça m'a permis de développer des compétences en termes de savoir-être, de savoir-faire que je mets aussi à profit dans mon parcours professionnel et aussi dans mes engagements locaux. Voilà. Ouais. Et puis surtout, je pense que ça me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui avec ces différentes casquettes et puis d'avoir conscience que on a quand même des sujets de fond aujourd'hui dans le sport. On a un terrain qui est assez multiple, qui est avec une diversité très forte qu'on retrouve pas dans les instances dirigeantes. Et donc c'est pour ça aussi que j'étais référente sur la création de commissions d'athlètes dans les fédérations délégataires pour qu'on ait aussi une voix au sein de nos instances, parce qu'en fait ça va de soi, mais c'est pas le cas. C'était pas le cas en tout cas jusqu'à présent. Et donc je pense que ça permet de repousser ce plateau de verre et ce plafond de verre qu'on peut avoir assez vite dans nos parcours, et que le sport nous amène aussi à repousser à chaque fois, soit par du travail, soit par de l'amélioration continue, parfois des remises en question. Et donc je pense que le sport, ça m'a aussi apporté tout ça, et aussi d'insister sur le fait que pour moi il n'y a pas qu'une réussite, c'est-à-dire qu'en tout cas en France c'est beaucoup on oppose l'intellect du corps, et donc c'est aussi de dire qu'il y a plusieurs manières de réussir et que c'est important aussi de valoriser le parcours et le chemin de chacun. Tu es une figure emblématique pour nous Africains, pour nous Blacks. As-tu eu un retour de tout le travail que tu as fourni pour que tu sois un exemple pour nous et une porte ouverte pour les générations à venir? Je pense que rien que le fait d'être aujourd'hui une athlète qui prend la parole sur ces différents sujets, d'être élue aussi, parce que on n'est quand même pas nombreux à être élus, donc ça montre aussi un peu le chemin à faire et que c'est possible. Donc moi, je dirais pas que c'est un retour pour moi-même, mais c'est plus une perception des gens qui se disent que c'est possible. Et donc moi, un des objectifs que j'ai, c'est vraiment de montrer que même si le chemin n'est pas très simple, parce qu'on le connaît pas, parce que tout simplement on a très peu de personnes qui nous ressemblent en entreprise, dans les instances, en politique, qu'on a aussi des personnes qui ont ouvert la voie avant, qui nous ont inspirés et qui font que moi aujourd'hui ça m'a donné cette envie d'œuvrer aussi à mon niveau et de faire en sorte que demain il y en ait d'autres aussi, parce que c'est aussi ça. Je dirais pas que je suis pas la première. Moi j'ai été très inspirée plus jeune par Christiane Taubira. J'étais très inspirée parce que je suis française et nigériane par le fonctionnement on va dire anglo-saxon, avec des figures notamment à Londres où je voyais des personnes de toute origine à des postes à la télévision, dans le cinéma, dans le sport, partout. Et donc je pense que ça m'a quand même permis de me construire en me disant qu'il y avait des choses qui étaient possibles, même si
de retour à Paris ou en France, je le voyais moins. J'avais quand même cette volonté de me dire que c'était possible. Et donc, c'est vraiment de faire ça. Et là, par exemple, le fait de faire en sorte qu'on ait des athlètes dans les instances dirigeantes, quelque part, c'est aussi de créer une passerelle, là où on n'en avait pas jusqu'à présent, pour que, justement, les athlètes soient formés, qu'ils découvrent comment fonctionnent les fédérations et qu'ils puissent demain devenir des dirigeants. Et donc, qu'on ait aussi des instances dirigeantes qui ressemblent un peu plus à ce qu'on voit sur le terrain. Là, on va aborder le volet politique parce que tu as tout détaillé et tu vas vite comme une athlète. Évidemment, je suis ravi. Hein? Qu'est-ce que tu veux que ces jeunes-là retiennent de toi? Je sais pas si je veux qu'ils retiennent, je veux juste je veux qu'ils se disent, je veux que demain on soit plusieurs, d'horizons différents, de milieux différents, qu'ils se disent que c'est possible et qu'ils puissent aussi s'engager. C'est un travail et en tout cas un engagement très important qui nécessite aussi de casser un peu des barrières chez des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être entourées de personnes qui ont d'autres parcours. Et donc c'est plutôt de retenir que moi, d'autres, on le fait et que c'est important que eux le fassent. Je pars du principe qu'on nous donne jamais la place et qu'il faut qu'on aille chercher notre place. Et donc de leur dire que c'est possible et que s'ils en ont envie, il faut qu'ils aillent chercher cette place, mais pas qu'en politique, vraiment partout. Que ce soit qu'ils soient passionnés dans le cinéma, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la haute fonction publique. Voilà, de se dire que c'est un combat, c'est nécessaire et que petit à petit on gagne des petites victoires, et c'est ça qui va faire que demain on aura à différents étages, dans tous les milieux, une diversité à la fois culturelle mais une diversité sociale aussi, et ça c'est important. Tu es né ici, tu es originaire du Nigeria. Ouais. Quels sont les liens que tu entretiens au niveau du sport aussi, au niveau familial avec le Nigeria? Moi, j'ai beaucoup de liens avec le Nigeria, de par déjà ma famille. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a cette volonté, en tout cas, de mettre des projets en place avec le Nigeria, donc de rentrer plus souvent. Et donc, il y a une communauté nigérienne en France qui est moins conséquente qu'en Angleterre ou aux États-Unis et autres. Et donc là, on est en train de réfléchir et d'organiser tout ça pour qu'on puisse mieux valoriser aussi les résultats et en tout cas les engagements de chacun, les réussites de chacun et notamment des Nigérians en France, parce qu'il y a des Nigérians en France. T'es mère de famille, comment tu as réussi à lier sport, travail et vie familiale? La gestion du timing, non je rigole. Non mais vraiment c'est une organisation. Moi je le dis, je suis pas toute seule dans cette organisation. J'habite aussi, j'ai de la famille à proximité, notamment mes parents, mais en termes d'agenda, c'est vrai que quand je dois caler mon entraînement dans ma journée, j'ai des plages horaires qui sont bien définies. Dès que je vais avoir quelques minutes de décalage, ça a aussi un impact sur toute mon organisation. Donc je pense que ça m'a tout de suite appris, parce que j'avais pas le choix, tout simplement, parce que je fais un sport qui est dit amateur, donc précaire, qui ne m'a pas permis d'en vivre. Donc j'avais cette obligation de travailler à côté, et donc ça voulait dire prioriser aussi le travail qui me permet de payer mes factures, et derrière de pouvoir caler les entraînements. Donc c'est beaucoup d'organisation, c'est de la gestion, c'est aussi rester motivé malgré la fatigue, parce qu'il y a quand même des moments de fatigue. Et puis ça a été de partager certains moments aussi en famille, donc à emmener les enfants à l'entraînement parfois, aller faire des stages d'entraînement et puis qu'ils puissent venir en fin de semaine avec moi. Mais voilà, c'est un peu Tetris aussi dans mon agenda, et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça peut un peu surprendre cette organisation-là, parce que c'est très contraint en fait. Mais ça me convient bien comme ça. C'était mon interview sportive, avec Ayodele. Et quoi ça? Merci, j'ai jamais couru autant. Pardon, mais c'était intéressant. Oui, très intéressant. Ouais. Je te remercie infiniment de merci. C'est plus clair. Je pense que tu as éclairé la jeunesse, et moi aussi, sans parler de ma... Et bravo, moi je... Félicitations, c'est un beau parcours. Et bravo, Et moi je suis impressionné, et tout ce que tu dis, c'est vrai que qui que ce soit peut réussir. Il suffit d'avoir envie, de foncer, d'être motivé. Ce que tu as fait,
Et d'être entouré aussi. Et d'être entouré. Ouais, bien entouré. Et je suis très impressionné et vraiment, je suis ravi de t'avoir rencontré. Bah merci, désolé pour mais c'est sportif. voilà. Aussi vite que... Merci. Mais tout a été dit, c'était Oui, tout a été dit. Bah merci en tout cas. Il y a une grosse soirée avec notre correspondante Michael. On regarde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est dans C'est plus clair avec Alain et Doko. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité, surtout pour parler de mon événement. Je m'appelle Michael et cet événement me tient à cœur. C'est un concert avec des artistes super. Nous avons Chevana, Spill, Hams, Benija, Jem Charcy et la troupe de Dust Over Sound qui sont des DJ. Donc ils vont animer ce samedi 15 un super concert que j'ai la chance d'organiser. Et donc on vous attend très nombreux samedi 15 à partir de 20h au sub. Ce sera ambiance caliente, ce sera ambiance reggaeton, reggae, dancehall, latino, amapiano. Donc ça s'appelle le Typical Vibe Session et on vous attend nombreux. Merci. À toi Marcel pour les beaux moments. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un acteur, d'un immense acteur et chanteur. Il a fait 2 carrières magnifiques. Donc Yves Montand. Yves Montand est né en 1921, mort en 1991. Et c'était vraiment un monument du XXe siècle. Il a démarré sa carrière au cabaret. Il chantait dans les cabarets. Et puis, il a rencontré Edith Piaf, qui lui a permis de faire un premier film, Étoiles sans lumière. Donc, c'était son tout premier film. Il était débutant, donc il était un petit peu en train de se chercher. Et donc, c'était ses premiers pas devant la caméra. Par la suite, il a continué la chanson, des chansons magnifiques. Je ne vais pas vous citer toutes les chansons, mais je pense que vous avez toutes. La valse. Vous avez toutes. Il y en a plein de chansons comme ça. Énormément de la vase à 1000 ans, la vase à 100 ans. Non, ça c'est Jacques Brel. Ah bon? Ah oui, fais attention. Jacques Brel. Excuse ma vie alors. Donc, c'est vrai qu'il s'est vraiment affirmé au niveau du cinéma comme un très très grand acteur. Et sa vie est un roman. Il a joué aussi en Amérique. Il a eu cette chance de jouer avec Marilyn Monroe. Et il y a eu une idylle, un amour entre Marilyn Monroe et Montand, donc qui a rendu un petit peu jalouse sa femme, oui, parce que c'est vrai que sa femme était Simone Signoret. On la voit là, on la voit là à l'écran. Donc voilà, vous voyez en photo Simone Signoret et Yves Montand, un couple mythique des années 50-60. Donc, il a été amené après à tourner en Amérique. Et ce film, L'Unique Gardère, avec Marilyn Monroe, donc, a permis une idée entre les deux. Simone Signoret était un peu jalouse, mais je veux dire que les choses se sont passées. Voilà. Là, on voit Marilyn Monroe et Yves Montand. Donc, c'était une petite idylle. C'était une petite idylle, mais il y avait un petit truc de très fort entre les deux. Et donc Simone Signoret n'en a jamais voulu à Yves Montand. D'ailleurs, c'était vraiment l'amour de sa vie, Simone Signoret. Donc voilà, sa vie est un roman, sa vie c'est un film. Et voilà, je voulais vous dire quelques mots sur Yves Montand. Alors, mes films préférés, donc, puisque j'ai 2 films préférés de Montand, c'est Le Salaire de la peur. Le Salaire de la peur, c'est un film avec énormément de suspense. C'est 4 personnes qui doivent convoyer de la nitroglycérine d'une ville à une autre, et avec un suspense énorme. Très très beau film à voir. Donc Le Salaire de la peur. Il y a un deuxième film qui m'a énormément touché, c'est avec Romy Schneider. César et Rosalie, je pense que vous devez connaître ce film. Et donc Romy Schneider
magnifiques dans ce film. Et évidemment, la jalousie entre deux hommes, un jeune et un plus mûr, qui sont amoureux, tous les deux, de Romy Schneider. Voilà. Ce sont les deux films que je vous conseille de mon côté. Voilà pour ma partie cinéma. Maintenant, on enchaîne avec le coup de cœur de Marcel Hébault. C'est quoi ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est un photographe populaire, c'est un très grand photographe, 40 années d'expérience, photographe du Festival de Cannes et du Festival du cinéma américain. Donc j'ai eu la chance de faire une interview que vous allez voir maintenant. C'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Mais tu m'as pas dit avant qu'on voit l'interview, tu m'as pas dit que tu étais parti à Cannes. Mais c'est une interview qu'on a fait à Cannes. Je suis parti quelques jours et on a fait à Cannes une petite interview. Et il est reparti pour Cannes maintenant, pour le Festival de Cannes. Je vais le rejoindre au mois de mai. On y va pour le jingle de coup de cœur. Bonjour Jacques. Bonjour. Je suis vraiment ravi de t'accueillir dans cette nouvelle émission. Tu es mon coup de cœur de cette émission. Donc tu es photographe professionnel. Oui. Festival de Cannes, Festival de Deauville. Oui, entre autres. Et beaucoup d'autres choses. Tout à fait. Donc j'aimerais savoir un petit peu comment tu as démarré cette carrière. Ah ben, c'est tout simple, j'ai commencé comme un petit peu tout le monde. J'ai commencé déjà en travaillant dans des studios de prise de vue à l'époque où j'ai commencé la photo. Donc je travaillais avec des copains qui avaient des studios, j'étais assistant. Ensuite j'ai fait pas mal de reportages un petit peu magazine, donc dans différents lieux en France et à l'étranger. Et ensuite je suis rentré dans une agence qui s'appelle SIPA Presse, où je travaille actuellement encore aujourd'hui, une agence de presse. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, des rencontres formidables que tu as faites? Ah ben, il y en a une qui est très célèbre, c'est la rencontre que j'ai faite avec Michael Jackson et ses frères, ses 5 frères, et son père. Donc c'était au studio des Buttes Chaumont, après un enregistrement pour la télévision. Ils sont descendus, donc bien sûr, pour reprendre la limousine pour les raccompagner à l'hôtel. Et je leur ai demandé gentiment de poser tous les 5 avec le père derrière la limousine. Donc une très très belle photo de Michael Jackson. Il avait 12-13 ans avec ses frères. Vous verrez la photo. Et du coup, voilà, c'est une photo que j'ai pu faire facilement à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la même photo, il me faudrait 6 mois de négociation pour avoir les autorisations, le droit à l'image, la publication et tout le reste. Donc voilà, ça aurait été vraiment un grand moment pour moi de la photo, surtout celle de Michael Jackson à ses débuts. Il s'appelait avec ses frères les Jackson 5. Et maintenant, voilà, et après tout le monde connaît la carrière de monsieur Michael Jackson. J'ai eu cette chance de te rencontrer il y a presque 30 ans, même il y a plus de 30 ans. Oui. On s'est rencontrés lors d'un festival, le Festival du cinéma européen. Tout à fait, à la Baule. Exactement. Et c'est vrai que ça m'a permis de te découvrir et de voir un petit peu le travail que tu faisais. Voilà, parce que moi j'étais là pour couvrir pour mon agence de presse, qui elle diffuse donc tous les magazines français et étrangers. Donc on faisait des reportages avec Gina Lollobrigida, qui était présente cette année. Tu t'en souviens bien, Marcel? Je m'en suis beaucoup occupé d'ailleurs. Et tu t'en es beaucoup occupé. Donc il a été charmant, qui a accepté tout ce qu'on lui demandait pour faire des photos. Et d'autres artistes qui étaient bien sûr présents. C'était le Ali premier. Girardot. Ali Girardot, c'était quelle édition? C'était en 95. 95. Et on avait vraiment des vedettes. Il y avait même Michel Morgan. Michel Morgan était là, c'est vrai. Il y avait énormément de monde. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était vraiment un moment délicieux pour travailler, faire les festivals, faire tout le reste. L'année 2024 a été une année intéressante pour toi. Oui, 2024, ça a été encore une belle année. J'ai pu faire mon célèbre festival de Cannes que je fais tous les ans, le festival du film américain de Deauville en septembre, que pareil, je couvre tous les ans pour l'agence et pour les magazines. Donc je fais bien sûr beaucoup de défilés de Fashion Week, les grands défilés, Chanel, Dior, entre autres. Et voilà, c'était une belle année 2024, c'est bien terminé. Et je pense que tu as fait de très très grandes rencontres avec des Américains, des stars américaines. Donc tu peux nous citer quelques stars américaines qui t'ont marqué? Une des plus grandes stars américaines dont tu parles, monsieur Clint Eastwood, rencontré au festival à Cannes, qui a été très gentil,
Nous avons été dans le même restaurant, nous avons dîné l'un à côté de l'autre, pas à la même table. Et je lui ai demandé gentiment de pouvoir faire tout un reportage. Il a accepté. Et d'ailleurs, je vous enverrai des photos de M. Clint Eastwood que j'ai photographié à ce moment-là. Voilà. D'accord, formidable. Donc 2025, quels sont tes projets pour cette année 2025 En 2025, les projets, dans quelques mois, le Festival de Cannes, bien sûr. Nous sommes à Cannes actuellement. Voilà, nous sommes à Cannes, c'est dans quelques mois. Bien sûr, la présidente cette année est Juliette Binoche, très grande actrice, que j'aime beaucoup particulièrement. Et bien sûr, tout un jury qu'elle va former. Et ainsi, il y aura des très grandes soirées à l'Eden Rock avec Sharon Stone. Elle fait ça tous les ans pour de l'association, pour ramasser de l'argent. Et donc, toutes les stars américaines sont là. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina, tout le monde est là pour ce festival à Cannes, pendant cette soirée à Cannes, pour l'âme phare. Formidable. Écoute Jacques, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année? Donc le meilleur, évidemment. Bien sûr, et de très grandes photos pour les très grands magazines pour lesquels je travaille, Paris Match, Gala et les autres. Écoute, voilà, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Merci. Et puis, à très vite. Et à très vite, avec plaisir. Et tu nous raconteras la suite des événements. Absolument. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Le coup de cœur de Marcel Hébault, hein, avec Jacques. Jacques Benaroche. Tu me caches des choses, toi. J'ai pas fini de te cacher des choses, mais de te faire découvrir d'autres choses. Tu vas à Cannes comme ça, tu me dis même pas, pourtant j'ai de la famille à Cannes. Je repars à Cannes au mois de mai, si tu veux venir, je serai ravi de te venir. Volontiers, je veux profiter du soleil. Hein. C'était le coup de cœur de Marcel Hébault. Et maintenant, on va avoir notre invité, notre deuxième invité, c'est Annie Tchélé. Annie Tchélé, c'est un monument. Je peux dire ça comme ça, c'est un monument du cinéma ivoirien, africain même. C'est une réalisatrice, c'est une... À ses temps perdus, elle chante aussi. À ses temps perdus, elle chante aussi, parce que j'ai une vidéo là, elle chante. Franchement, moi j'étais étonné, parce que je ne la connaissais pas comme ça, Annie Tchélé. Hein. C'est vrai que elle m'a donné mon premier stage, Annie Tchélé. Une vidéo où je chante. Quoi? Une vidéo où je chante. Ben oui. Oui, on l'a vu la vidéo. Je chantais quoi? Si. Il y a une vidéo là où tu chantes, Annie, et puis il n'y a pas que ça. Annie Tchélé, c'est une écrivaine, normalement, si elle est sur ce plateau, c'est par rapport à un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Et si c'était à refaire ». Voilà, si c'était à refaire, on va en parler. Annie, c'est la cuisine. Je vais te cuisiner et tu vas nous éclairer dans ces plus clairs de non seulement ton parcours, parce que moi je ne te connaissais pas en tant qu'écrivaine, mais en tant que productrice. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as donné ma chance pour être stagiaire dans un des films qui a été tourné, je crois, je ne me rappelle plus, mais c'était à Côte d'Ivoire, c'était dans Sida dans la Cité. Ouais. Voilà, c'est où j'ai commencé. La série, oui. Ouais, la série, c'était dans la Cité, c'est là où j'ai commencé dans le cinéma, grâce à toi. Mais en attendant, on va passer on va passer un petit bout, je l'ai monté, hein, on va passer un petit bout de film qui t'a rendu célèbre, enfin, qui t'a fait connaître au public. Parce que ça fait longtemps, moi je ne savais pas que ça faisait longtemps que tu faisais des films. Quand je te découvre dans Sida dans la Cité, en tant que patronne, en tant que big boss, je ne savais pas que tu étais actrice, quoi. Donc on va faire tout ce parcours-là, tout ce chemin pour savoir qui est Annie Tchélé. Je suis heureux de te recevoir. Je suis heureux de te recevoir, Annie. Mais tu n'es pas à Paris, tu es venu spécialement de Bruxelles pour cette émission. Oui. Merci, Annie. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Ah, il faut qu'on la bichonne, il faut qu'on lui déroule le tapis. On regarde la rue Princesse, c'est ça? À moins que tu me sois trompé. Balle-Poussière. Balle-Poussière, voilà. Balle-Poussière. Ça date, ça. J'en ai assez, ma tante. On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre boniche. Maintenant, la cuisine, le ménage, c'est fini. Je ne ferai que ce que je veux. Mais tu es devenue folle? 0,
Je te dis 0. Oui. Ma vie est grande. Mais c'est la fille du vieux Siriki? C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Ah bon? Moi, je suis Alcali. Il ne faut pas déconner, demi-dieu. Je ne vois plus la route. Mais est-ce qu'elle a quelqu'un pour la blaguer la nuit? Ah, ça, je ne sais pas. Hein. Ah bon? Je ne suis pas allé voir. Hé, tu as un mari? Hein? Tu as un mari? Jenny, attends! Tu n'es pas contente de nous revoir, hein? Tu n'es pas contente. Et puis, quand je te parle, réponds-moi, je suis ta mère. Tu as gaspillé la fortune de mon père. C'est tout ce que tu as pu faire. Hey, ce n'est pas le moment de me chercher des histoires. Quand je t'ai épousé, j'étais pauvre. Aujourd'hui encore, je suis pauvre. Même si entre-temps, j'ai gaspillé la fortune de ton père. Aujourd'hui, c'est qui compte. Alikal veut épouser Binta. Il est riche. Elle sera riche. Et nous avec. Hey, même si je suis cassé par la maladie, ce n'est pas une raison pour me contredire. Ça veut dire quoi? Binta, tu as vu cet homme, il est comment? Oh, il est un peu fou et il a l'air gentil, quoi. Ça veut dire quoi, il a l'air gentil? Ça veut rien dire. Des mots jetés en l'air comme ça. C'est comme toi, il comprend, l'école. Il a l'air gentil. Papa, demi-dieu dit, je n'ai qu'à apporter cadeau. Regardez, mon brouette, il est rempli compris. Ah, merci. Dépose-le au fond de la cour, là-bas, à droite. Hein? Merci. Quand même. Tu vois? Plein de cadeaux. Ce n'était pas des mots jetés en l'air. Il est même gentil, très gentil. Voilà, cadeau. Il a commencé. Et tu vas voir. Hey, je t'interdis de me regarder de cette manière. Demi-dieu veut t'épouser. Moi, je suis pauvre. Moi aussi, je suis pauvre. Qu'on m'a refusé notre fille à un homme qui se lave dans du parfum. Vous m'avez mise à l'école, non? Laissez-moi finir au moins ce que j'ai commencé. Mais tu sais lire et écrire? Bien sûr. Et alors, ça suffit. Moi, je t'ai trouvé un mari. Un très bon mari. Tu vas l'épouser. Alors, comme ça, pour quelques jus de fruits, quelques malheureuses boîtes de conserve, vous allez me vendre. Mais c'est un monde. Même si vous êtes pauvre, respectez-vous au moins. Et votre dignité alors? Hein? Alors, toi tu es pour, elle est tout à fait pour, et moi dans tout ça. Et toi, à ton âge là, tu te teins les cheveux. Tu te teins les cheveux pourquoi? Où vous allez avec ça? Où vous allez avec ce mariage? Hein? Vous n'avez aucune dignité. Tu l'entends? Tu vas l'épouser. Je te dis que tu vas l'épouser parce que moi je pense à ton avenir. Tous les hommes sont pareils. Il n'y a que la fortune qui fait leur différence. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment trop triste, quoi. Je pense que... Oui, bravo, c'est bien. Hein. Ça mérite des applaudissements. C'est ce film qui a révélé Annie. Alors, Annie, je vais lire un peu ton pédigré, hein, si tu permets. Hein. Annie Tchélé, de son vrai nom. Annie Tchélé, de son vrai nom, Annie Tchélé Brigitte, est une artiste polyvalente, diplômée de Margaret Morris Movement Dance School en Angleterre en 1985, après l'Institut national des arts d'Abidjan. Elle est formée également par l'Université de Santa Cruz en Californie. Elle a développé depuis lors d'un éclectisme de bon aloi. Si je lis bien, hein. Actrice et comédienne, elle a tourné pour plusieurs grands réalisateurs et metteurs en scène d'Afrique francophone, notamment Henri Duparc, c'est lui qui est resté dans ma tête. Activiste, elle a fondé l'association Artistes Associés contre le sida en 1993 et a travaillé comme directrice du centre de production de l'ONG américaine de lutte contre le sida. Population, service international, PSI, oui, ça me parle, ça aussi. À la tête de sa société de production audiovisuelle, elle coproduit de nombreuses séries documentaires de fiction et a présenté des émissions de télévision.
Oui, à succès en Côte d'Ivoire. Elle a réalisé plusieurs films, documentaires de fiction et elle a fondé le Festival international de court-métrage d'Abidjan. Ça, c'est vrai, je suis témoin. Artiste citoyenne au service de la défense des institutions de son pays durant des années de braise, Annie Tchélé est contrainte à l'exil pendant 6 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2021. On va parler de ce livre, mais je vous fais un tout petit peu le résumé du livre. Si c'était à refaire, le récit fort et sans concession d'une existence qui aurait pu être un conte de fées si elle n'avait pas été rattrapée par la grande histoire qui vient bouleverser la vie et déchirer les êtres. Le triste nous décrit son exil en Europe sous pression de guerre civile, des ingérences étrangères et de l'impossibilité de rester en Afrique sans mettre sa vie et ses proches en danger. Entre violence, peur et trahison, des moments de grâce émergent avec l'évocation d'une mère aimée et respectée, ou au travers d'un engagement patriotique sincère. Un message plus fort se dégage même par la façon dont les valeurs humaines et l'implication dans une profession artistique. Ici, le cinéma aide à tenir dans un tourbillon d'événements injustes et révoltants. Est-ce qu'on peut encore applaudir Annie? Bon, j'aurais pu te faire un atalakou, Annie. Franchement, hein. Non, mais c'est vrai, j'aurais pu te faire un atalakou, mais j'aimerais que tous ces téléspectateurs te connaissent comme je te connais, parce que moi, j'étais jeune, j'arrivais en Côte d'Ivoire pour la première fois, et puis tu m'as donné ma chance pour pouvoir travailler dans ton film. Mais c'était avec l'ONG américaine, justement. Ben oui, avec l'ONG américaine, tu m'as donné ma chance de pouvoir travailler comme stagiaire, et ce qui m'a ouvert pas mal de portes jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Annie peut nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivée là, Annie? Avant qu'on parle de ce livre. Oui, mon parcours, il est... En fait, moi, je suis tombée dans l'art toute petite. Hein. C'est par feu mon père. Mon père était un homme de culture, il était enseignant, mais c'est un homme la danse, la musique, des choses comme ça. Donc, j'ai été baignée dedans. Moi, j'avais 10 ans quand j'ai décidé de... J'avais une amie, une copine, une Française, c'était nos voisins, qui allait faire de la danse classique. Et on était amis, on était tout le temps ensemble, donc j'ai dû l'accompagner une fois plus. Ça m'a plu, donc je suis tombée dedans, j'ai voulu faire ça. Et j'ai fait, j'ai dit je vais faire la danse classique. La danse classique. Mais ce que la danse classique vous donne, c'est elle vous forge. Et elle vous donne le sentiment que vous pouvez tout faire. Parce que dans une salle de danse, il n'y a que des glaces. Donc vous regardez et il y a un sentiment de narcissisme. Vous regardez. Donc vous dites que vous pouvez tout faire. Donc moi je commençais comme ça. Après je suis entrée à l'Institut national des arts d'Abidjan. J'ai dit à mes parents que je voulais faire ça. J'ai eu la chance d'être accompagnée par mes parents. Donc ils ont accepté, je suis allée là, j'ai continué, je suis allée à Londres. Et puis, je me destinais à une carrière de chorégraphe, c'est ça que je voulais faire. Et puis quand je suis rentrée, j'étais à l'Institut des Arts, quand un réalisateur est venu chercher des jeunes filles pour un film, puis on est allé faire un essai, un casting. On nous a fait répéter des phrases, des choses, et puis on m'a dit que j'étais retenue. Et là, ma mère a dit, pas question. Si c'est pendant les vacances, oui. Mais sinon, pas question, c'était même pas son truc. Et le réalisateur a accepté d'attendre. Et donc, j'ai fait ce film-là. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai fait des films en tant qu'actrice, mais mon tempérament n'est pas d'être actrice. Parce qu'un acteur, tu attends qu'on te choisisse. Or, moi, mon tempérament, c'est d'initier des choses. C'est ça mon éducation. Tu écris des scénarios. Voilà, ça c'est venu après. Et à un moment donné, moi j'ai été éduquée dans certaines valeurs et quand il y a eu le sida, j'ai vu quelques amis, j'ai monté une association des artistes associés contre le sida. On a été la première association à faire témoigner des séropositifs à visage découvert. Et j'ai voulu qu'on fasse une tournée en Côte d'Ivoire. Et on a fait cette tournée-là. Il y avait des artistes et des spectacles. Tu as toujours été précurseur, Annie. Oui, donc on a fait ça. Et c'est suite à ça que l'ONG américaine, le directeur de l'ONG américaine, on est allé le voir pour nous
donner des préservatifs, il faut apprendre aux gens pour distribuer. Et il nous a suivis à la dernière étape, on l'a vu dans la salle, c'était à Gagnoa. Il dit, je suis venu, je veux voir le spectacle. Donc il a vu ce qu'on faisait, le message. Il a dit, bon, quand vous rentrez à Abidjan, on se voit. Il m'a donné un rendez-vous, donc je suis allée là. Mais j'aime beaucoup, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était utiliser mon image pour faire la publicité de leur préservatif. Je lui ai dit, moi, je ne fais pas ça. C'est un gros cachet, mais j'ai dit, je ne fais pas ça. Ça ne m'intéresse pas d'utiliser mon image. On peut faire plus. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va travailler. Donc, on a signé un premier contrat de 3 mois. J'ai dit, je ne peux pas faire plus, 3 mois. Et donc, le livre, c'est ça. C'est tout ce que j'ai écrit depuis 2011. Tous les jours, j'ai écrit. Quand tu lis le livre, c'est tous les jours que j'ai écrit. Il y a une histoire. Je parle de ma mère. Parce que j'avais une relation fusionnelle avec ma mère. Et ma mère, elle est décédée pendant que j'étais en exil, en 2015, et je ne pouvais pas y aller. Et je suis tombée malade. Et j'ai grossi, j'étais dépressive, je devenais dingue, quoi. Donc je suis passée par plusieurs stades. Mais voilà, j'ai pu rentrer en Côte d'Ivoire qu'en 2022, 11 ans après, où j'ai pu. Donc là, je vais de temps en temps, j'essaie de me réinstaller. Je suis allée en 2022 pour faire la levée de deuil de ma mère, parce que je n'avais pas été là. Donc voilà, le livre, c'est ça. Et si c'était à refaire, parcours, confidence sur un parcours. Tout ça, mais voilà, c'est ça le livre. Vraiment, Annie... En tout cas, félicitations. Ouais, félicitations. Hein. J'aimerais qu'on applaudisse, mais c'est... Hein, il faut applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir? Non. Bravo. Vraiment, c'est la vie. Je veux dire que il n'y a rien qui est... On vit. Et puis, pour des gens qui sont croyants, moi je suis croyante. Donc, je me dis que rien n'est gratuit. Tout sert. Tout te sert. Toutes les expériences que tu peux vivre, c'est pas en vain. Et la chose que je me dis aussi, c'est que tant qu'on vit, tout est possible. Pour moi, les femmes africaines sont des reines. Et la première reine de ma vie, c'est ma mère. Ma mère, c'est une femme qui a élevé 5 enfants seule. C'est une femme qui a refusé tous les diktats où on dit l'homme peut se permettre d'aller à gauche, à droite, et la femme, elle a dit non. Ma mère, ça a été une femme forte. Et c'est elle qui m'a éduquée. Et elle m'a dit, tu es libre. Et mon père aussi, ce qu'il m'a laissé, c'est la liberté. Il m'a dit, tu peux tout faire, tu es libre. Je travaillais bien à l'école, j'ai dit, j'arrête, je veux aller dans un institut d'art. Il dit, tu fais comme tu veux, mais gagne ta vie. Tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu gagnes ta vie. C'est tout. Il faut que tu sois libre financièrement. Donc, je pense que ce sont ces valeurs-là que j'ai reçues de mes parents, de mon père et de ma mère, qui n'étaient plus ensemble. Hein. Mais les deux, quand il s'agissait de moi, ils étaient, parce que j'étais leur seul enfant entre les deux. Fruit de leur amour. Voilà. Après, chacun s'est remarié. Moi, je n'ai que des demi-frères et des demi-sœurs. Mais des deux, je suis unique. Donc, chacun s'est attelé à m'apporter voilà, ce qu'il pensait être meilleur. Donc, la liberté et le fait que tu dois te battre dans la vie. Et quand tu es une femme en Afrique, tu dois doublement te battre. Tu n'es pas contre les hommes, mais tu dois te battre pour exister, pour avancer. Je pense que c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Annie Tchélé, c'est l'occasion de vous acheter ce livre, parce qu'elle est en train de préparer un autre livre, donc on en parlera tout à l'heure, mais on va rester dans le secret aussi. Et si c'était à refaire, ça vous permet, regardez, ça vous permet de découvrir qui c'est Annie Tchélé. Et pour ceux qui connaissent Annie Tchélé et qui inventent des histoires sur elle sans forcément la connaître, parce que connaître une personne, ça prend du temps. Il faut grandir avec la personne sur des événements, sur différentes situations. Donc voici le livre d'Annie Tchélé. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Sur Amazon.fr et sur Amazon.fr et sur Fnac.com. Bon ben voilà, sur Fnac.com ou sur Amazon.fr. Voilà. Le titre c'est « Si c'était à refaire, confidence sur un parcours de vie ». Oui, tout à fait, c'est ça. Donc n'hésitez pas. Hein, moi j'ai déjà le mien, j'attends juste la dédicace. Et vous, je compte sur vous parce que quand on a des monuments comme Annie,
On parle souvent de Samuel Eto'o. Oui, mais dans le cinéma, oui, le beau-frère. Oui, mais dans le cinéma, comment on dit l'acteur, on dit l'acteurisme ou ouais, l'actorat. L'actorat, voilà. Dans le cinéma, dans l'actorat, nous avons aussi un monument qui s'appelle Annie Tchélé. Donc, il est important aussi que on ait différents monuments comme ça là, tu vois, comme Annie Tchélé, comme Son Excellence Eto'o-fils. Eto'o-fils, oui. Ou la reine, la Queen Annie. Hein. Merci. Donc voilà, parcours de vie. Et Annie, tu m'as pas répondu parce que tu as des capacités de journaliste, d'animatrice aussi. Et c'est quoi ton secret pour pouvoir remonter? Si je te pose cette question, c'est pas forcément pour moi, mais c'est pour les jeunes qui te regardent, ceux qui vont demain te découvrir et ceux qui te connaissent déjà. La question c'est quoi? C'est quoi? Comment tu arrives à remonter la pente? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est ma foi? Ah. D'abord, c'est ma foi. Moi, je fais rien sans ma foi. C'est ma foi. D'abord, oui, tu l'as dit, c'est ça. Je crois en Jésus. Je vis avec. Et j'ai Moi, on n'est pas venu... Personne n'est venu m'évangéliser pour dire, voilà, j'étais réfractaire. Quand on me parlait de Dieu, je dis, mais enfin, il y a un Dieu, et puis il y a autant de guerres là, et puis il y a autant de malheurs, et puis il y a ceci, et puis je discutais, je suis quelqu'un qui raisonne intellectuellement, je ne me laisse pas faire. Mais j'ai été happé par ça, et c'est ma foi. Ma foi, et puis l'éducation, la liberté, c'est quelque chose, je n'aime pas être enfermé dans quelque chose, non. La liberté d'un être humain, je sais pas, c'est une valeur. Et puis, je crois qu'il faut avoir des valeurs. Je crois qu'on ne peut pas juste vivre comme ça, sans valeur. Il faut des valeurs humaines, le respect des autres, la considération, et dire qu'on n'est pas seul dans la vie. On n'est pas seul. Il y a toujours quelqu'un. J'ai une phrase que je dis, je crois dans le livre, mais je la dis, les gens qui me connaissent savent ça. J'ai dit, quelqu'un doit toujours se lever pour quelqu'un. Quelqu'un doit toujours se lever pour quelqu'un. Je n'aime pas l'injustice. On va essayer de te découvrir sous un autre aspect. Oui, super aspect. La surprise arrive. Je laisse notre réalisateur Soto. Mais attends, tu vas voir. Je ne savais pas comme ça. C'était multi-casquette, quoi. C'est incroyable. Ah ouais? C'est juste incroyable de t'avoir sur ce plateau. Soto, tu peux nous mettre le sujet? Tu ne veux même pas dire c'est quel sujet. Vendredi, c'est culture et société. Annie Tchélé chante Chantal Taïba. Le jour pour toi, le jour pour moi, le jour pour nous tous. Un jour arrive où il n'y aura plus de larmes. Tu as trop pleuré, c'est Stella. Le jour vient et c'est certain où tu riras jusqu'au-là. Parce qu'il y a un temps pour tout. Vendredi, c'est culture et société. Voilà, alors la surprise, Annie, alors dis-moi. C'est une grande surprise. Hein. C'est une chanson de Chantal Taïba que je salue d'ailleurs. Une grande chanteuse ivoirienne et africaine. C'est sa chanson. Et je l'avais accompagnée en studio pour autre chose. Et la chanson jouait. Puis j'ai commencé à écrire des paroles sur cette chanson parce que j'anime toujours un talk show sur Facebook qui s'appelle Vendredi, c'est culture et société. Donc j'ai adapté les paroles et puis je fredonnais, elle m'a dit, ah mais Abi, elle m'appelle Abi. Elle dit, mais on va enregistrer. Puis on a enregistré. Et comme ça, moi je ne savais pas. Et après c'est arrangé avec l'ingénieur de son. Ils ont fait des images et puis je reçois ça, je dis, attends. Elle dit, c'est ton générique.
Je te donne tous les droits, tu l'utilises. Il dit, ah ok, merci. C'est juste ça. Merci Annie, tu es une belle personne parce que moi aussi tu m'as donné ma chance et les gens ont eu l'occasion aussi de t'accompagner durant ton parcours. J'aurais voulu qu'on aborde brièvement ton livre avant de conclure. Lequel? Parce que tu es en train d'écrire un livre. Oui, je suis en train d'écrire un... Sachant que tu seras au Salon du Livre africain qui se passe là, dans la semaine. Là. Cette semaine, Et ensuite, tu seras à Abidjan pour à Abidjan au Salon international du livre aussi. Ben voilà, on va te retrouver là-bas. Voilà, donc c'est rapidement, hein, c'est mon nouveau roman. C'est vraiment un roman. Ça porte sur les violences faites aux femmes. C'est une femme qui est prise dans une histoire tragique et puis qui décide qu'il n'y a personne pour l'aider et ça se termine comme un drame. Wow. C'est un roman. C'est vraiment... Je suis en train de finir là. Parce que mon éditeur arrive là, il est là. Et puis, je finis les corrections aujourd'hui. Et voilà. Il va sortir avant le salon. Combien de pages à peu près? Il ne sera pas long. Il sera pas... À la base, ce n'était pas un roman. Moi, j'ai fait scénariste. Quand on est venu ici, j'ai voulu étudier la scénarisation. Et j'ai fait ça. Et donc, c'était mon examen de fin d'études. On nous a demandé d'écrire des scénarios de court-métrage. Et j'avais écrit un court-métrage. Et puis, l'histoire m'a prise. Donc, j'ai dit, bon, je vais la développer. Et c'est ça. Mais on en parlera quand il sortira. Bien sûr, on aura l'occasion de te réinviter sur le plateau. Merci Annie. Vraiment, merci infiniment d'être venue sur le plateau de C'est plus clair. Oui. Aujourd'hui, tout est clair. Hein, oui, c'est plus clair. C'est plus clair. Vous connaissez mieux Annie. Je dis merci. Merci. Belle découverte. Merci à toutes ces belles invitées, à l'animatrice, à l'animateur, au chroniqueur. Et vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message de fin avant de nous quitter, avant qu'on se quitte? On ne se quitte pas tout de suite. Je ne te lâche pas tout de suite. Le message, c'est sur la culture. Je crois qu'il faut que l'Afrique mise sur la culture. Il faut qu'on mise sur la culture. Parce que toutes les grandes nations qui nous dominent, c'est par la culture, c'est qu'elles se sont imposées à nous. Les États-Unis se sont imposés au monde par le cinéma. Bien sûr. Oui. La France, quand on dit l'exception culturelle, c'est pas ça. Tous les centres culturels qu'on crée dans nos pays, c'est par la culture qu'on domine le monde. Il faut que l'Afrique se lève avec sa culture, pas seulement l'Afrique, les Antilles, les îles, se lèvent avec la culture pour s'imposer, pour dire qui on est. C'est notre identité. C'est pas l'économie, c'est pas la politique, c'est la culture d'abord. C'est ton dernier mot, Annie. Mon dernier mot. Merci beaucoup. Merci, Annie. C'était un plaisir. Et tout de suite après, on va retrouver Armelle, hein, qui va s'acoquiner un peu. Tu vas la cuisiner un peu, non? Tu vas bien cuisiner Armelle. C'est une chef d'entreprise. Elle a trop de talent, cette dame. Vraiment, respect. Ah ouais. Comme on a remarqué sur ce plateau, j'ai reçu 3 monuments, 3 dames. C'est ce que je voulais te dire, justement. Des carrures. Exactement. On va regarder tout de suite un teaser de ce que fait Armelle. Juillet 2022, la 2e édition hybride du salon PSAO, le salon de l'excellence, de l'innovation, de la découverte et de la mise en valeur des talents. PSAO, c'est la vitrine des meilleurs produits et services africains et outre-marins. Cette édition sera également un lieu d'échange et de networking entre dirigeants, une opportunité de rencontre entre futurs collaborateurs. Nos ambitions, promouvoir l'excellence, combattre l'inégalité, accompagner les entrepreneurs, faciliter l'implantation territoriale. PSAO hybride, c'est plus qu'un concept, c'est une solution idéale pour rassembler et connecter les différentes parties prenantes, dirigeants, partenaires, acheteurs et investisseurs du monde entier. 14 secteurs d'activité, 4 exposants choisis par secteur, 2 dates à retenir, les 1er et 2 juillet 2022, de 9h à 19h, 2 lieux d'exposition en ligne sur la plateforme digitale www.salonpsao.com, en présentiel à l'hôtel Best Western Plus Soao Douala Airport Cameroun. Un événement parrainé par Africa SNB Forum sous la houlette de plusieurs institutions et représentations diplomatiques nationales et internationales. Infos et réservations +33 645 04 19 40 +33 7 51 07 23 97 ou rendez-vous sur www.salonpsao.com.
Kanje Doucet. Retour sur le plateau, Armelle. Voilà. J'ai souhaité qu'on voie d'abord le passé, parce que pour avancer dans le futur, il faut voir ce qui s'est passé, la genèse de qui tu es, du travail que tu as effectué. Hein, tu as effectué un super boulot au Cameroun. Ensuite, tu as attaqué la Côte d'Ivoire. Attaquer, c'est une façon de parler. Hein. Après, tu es allé en Côte d'Ivoire pour rencontrer nos belles-sœurs et nos beaux-frères. Pour leur présenter la belle famille, pour présenter le produit. Armelle, je te laisse à ma charmante collaboratrice pour cette interview spéciale, Armelle. Alors, Armelle, oui. Bienvenue sur C'est plus clair. Merci. Et ce qui se dégage de toi, je vais te laisser te présenter parce que nul n'est plus promoteur de sa personne que soi-même. Oui. Et donc, je décrirais Armelle comme une femme entrepreneur avec énormément de résilience. Une femme qui sait enfoncer les portes. Une femme qui sait aussi se donner les moyens de réussir, qui sait s'entourer pour réussir. Et une femme qui sait aussi fédérer autour d'elle. Parce qu'Armelle a une propension à fédérer autour d'elle, à réunir des femmes de tout horizon autour d'elle afin d'impacter sa génération. Je trouve cela extraordinaire. Je te le dis aujourd'hui. Merci. Alors, Armelle Ngouni, est-ce que tu peux te présenter à la face du monde, que l'on sache, ou pour ceux qui te découvrent, qui je suis. Es-tu? Alors, je suis Armelle Ngouni, j'ai une agence événementielle à Paris depuis pas mal d'années. Je suis une maman, femme mariée, mère de 3 enfants, entrepreneur, très engagée dans la communauté africaine et très engagée dans les causes des femmes. J'ai initié pas mal de projets dans le cadre de mes activités, notamment le salon international PSAO que vous avez vu tout à l'heure, qui est un salon qui a vocation à valoriser l'excellence et l'innovation des talents et des savoir-faire africains, qui est une caravane pour le coup, qui se fait chaque année dans un pays d'Afrique différent et qui a vocation à réunir dans le pays qui nous accueille les différents savoir-faire afin de permettre à la sous-région Afrique et à sa diaspora de savoir ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. Et c'est pas la seule initiative, il y en a pas mal, mais je veux prendre que 2. Le salon PSAO et l'événement Be Strong and Be Proud, qui est un événement autour des femmes, qui a vocation à réunir dans un même lieu des femmes qui comptent, des femmes qui ont réussi, des femmes qui n'ont plus rien à prouver et qui s'engagent par leur initiative, par leur action, à accompagner celles qui en ont besoin. Donc c'est on va dire un programme de mentoring. Au-delà de l'aspect event, c'est vraiment un programme de mentoring pour permettre de présenter et de valoriser aussi ces femmes-là qui font des choses qui ne sont pas forcément visibles. Voilà. Et ça permet aux jeunes dames qui viennent lors de cet événement de savoir déjà les différents types de métiers, parce qu'il y a de la politique, il y a des femmes de sciences, il y a des femmes de l'art, de la culture, de la mode, il y a des femmes de la société civile, il y a des femmes de sciences. Vraiment, c'est un melting pot de savoir-faire et d'expertise qui permettent aussi d'avoir des rôles modèles. C'est un peu ce que je fais. Très bien. Armelle, tu es aussi CEO de TAM7. Oui. Qui est
une structure événementielle qui accompagne les entreprises dans l'organisation et le développement d'événements. Effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de TAM7? Alors TAM7, c'est une agence événementielle 360 parce qu'on conçoit des événements, on conçoit pour les autres aussi des événements. C'est vrai qu'on est producteur, mais on conçoit aussi des événements pour nos clients. Et on fait la mise en œuvre, c'est-à-dire c'est vraiment un 360 comme on le dit, hein, vraiment de la conception jusqu'à la réalisation. On sait le faire, on a l'expertise pour. Et notre particularité, c'est qu'on travaille beaucoup plus pour des entrepreneurs de la communauté afro, parce que en général, on pêche souvent par manque d'expertise et parfois on a des événements qui sont faits mais qui, au regard de l'extérieur, sont souvent dénaturés ou regardés de manière péjorative. Le but de TAM7 aujourd'hui, c'est de hisser l'événementiel afro, l'événementiel de la diaspora au plus haut niveau. Voilà. Très bien. Et donc, Armelle, puisque on peut remarquer que tu as un esprit fédérateur, oui, quelle est la mission de vie d'Armelle Ngouni? Alors, comme j'aime bien à le dire, ma mission de vie, c'est vraiment de pouvoir hisser au sommet nos savoir-faire et nos innovations africaines et de la diaspora. C'est vraiment une mission de vie. Pourquoi? Parce que si je brosse un peu mon parcours, j'ai commencé par la comptabilité. Hein. J'ai commencé mes études dans la comptabilité. Après, j'ai été cooptée parce que j'ai quand même une règle de vie, c'est que chaque fois que je cherche à faire quelque chose, je le fais au maximum de mes moyens et j'essaye de le faire le plus bien possible. Donc, ce qui fait que je suis quittée, j'ai vraiment un parcours atypique parce que je suis quittée de la comptabilité pour l'achat et l'approvisionnement parce que j'ai été cooptée. En fait, tellement je faisais bien mon travail dans la comptabilité que j'ai été cooptée par les clients de mes patrons, on va dire ça comme ça. Et on m'a formée pour être acheteuse et approvisionneuse. Et donc, parce qu'on estimait qu'avec les capacités que j'avais, je pouvais occuper le poste pour lequel on me sollicitait. Donc, on m'a formée pour l'occuper. J'ai bien travaillé, j'y ai appris la négociation, le commerce, etc. J'ai travaillé avec des grands groupes comme Mondelez, La Bojal, ce sont des grands groupes dans l'agroalimentaire. Et j'ai toujours nourri cette passion de valoriser les savoir-faire africains, mais le déclic est venu parce que, étant confrontée dans mon poste d'acheteuse et approvisionneuse à des produits, je suis tombée sur le poivre de Pendia, qui est un poivre qui vient de ma région. Et je peux vous dire que c'est ça qui m'a marqué. Parce que j'ai grandi dans les champs avec mes grands-parents et j'ai connu ce qu'on appelle le poivre de Pendia. Je connais la valeur que ça avait en Afrique et j'ai vu la valeur que ça se vendait ici. Je me suis dit, c'est pas possible. Nous-mêmes, en Afrique, on ne sait pas à quel point ça a de la valeur ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir les valoriser. Mais les valoriser où? Il faut les valoriser en Afrique. Parce que si en Afrique, on sait qu'on peut vendre le poivre de Pendia aussi cher, on va le transformer sur place, on va le modéliser sur place et permettre aux gens de le vendre à des prix qui permettent aux cultivateurs de pouvoir en vivre. C'est d'où vient le déclic et je me dis, j'ai démissionné. Hein, j'ai démissionné. C'est vrai que je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai démissionné parce que j'ai eu une opportunité qui me permettait de créer une entreprise, la première entreprise, parce que je ne suis pas à ma première expérience. On en viendra. Donc, j'ai créé une première entreprise et après, je me suis lancée quelques années après à créer TAM7. D'accord. Nous savons tous que la vie de femme entrepreneur, Annie l'a précisé tout à l'heure, n'est pas de tout repos. En tant que femme, on rencontre quotidiennement des challenges à tous les niveaux. Armelle Ngouni, si des femmes jeunes ou moins jeunes, entrepreneurs, nous regardent actuellement, donne-nous en
bien sûr, en quelques mots, les challenges majeurs que tu as rencontrés en tant que femme entrepreneur et comment as-tu surpassé ces challenges. C'est très important pour celles qui nous regardent et qui sont en cours d'entreprendre ou qui ont envie d'entreprendre. Alors, il y a plusieurs difficultés auxquelles vous serez forcément confrontés, mais sachez déjà une chose, une difficulté est une opportunité. Ça, c'est la première. Dès lors qu'on met dans son cerveau qu'une difficulté est une opportunité, on arrive à dépasser cette difficulté. Ça, c'est la première règle à savoir. Le véritable challenge je vais prendre le challenge de la condition féminine, parce que c'est la plus difficile. La condition féminine nous pousse, nous, en tant que femmes, qui sont mariés ou avec des compagnons, à avoir ce problème. Si vous avez un compagnon qui ne vous accompagne pas dans votre processus d'entrepreneuriat, vous avez des difficultés à les surmonter. Pourquoi? Parce que votre plus fidèle ami doit être celui qui partage votre vie. Parce que l'entrepreneuriat est difficile. Et si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui vous accompagne dans cette démarche-là, vous allez finir par arrêter. Ça, c'est sûr. La condition de mère, pourquoi? Parce que, en tant que mère, lorsqu'on entreprend, on n'a pas forcément, on ne donne pas forcément à son enfant le même temps qu'une mère qui ne travaille pas. Ce qui fait que dans votre entourage, on vous culpabilise parfois en vous disant oui, tu délaisses ton enfant, etc. Mais il faut savoir qu'on peut s'organiser et le temps qu'on donne à nos enfants doit être un temps de qualité. Il faut savoir, il ne faut jamais culpabiliser de ne pas donner assez de temps. Par contre, il faut culpabiliser de ne pas donner du temps de qualité. Ça, c'est un frein. Maintenant, on a un autre frein qu'on ne dit pas, c'est le frein de la famille. Parfois, quand vous entreprenez, votre premier frein, c'est soit votre soeur, votre frère, ou parfois même vos parents. Parce qu'ils ne comprennent pas que l'entrepreneuriat est un chemin, que ça peut être difficile, que c'est des épreuves qu'il faut pouvoir surmonter. Et lorsque vous avez une famille qui vous voit en difficulté, parfois, c'est pas de leur fait, c'est pas méchant, mais ils se plaignent parce qu'ils ont envie que vous arrêtiez de souffrir, parce que pour eux, c'est une souffrance, mais pour vous, c'est une épreuve qu'il faut surmonter. Ça, c'est un point que je tiens à souligner. Et un dernier point qui n'est pas des moindres, qui est même le point le plus central, c'est la difficulté du harcèlement sexuel. Il faut le dire, et je tiens à le souligner, je l'ai même souligné dernièrement lors d'une conférence, nous les femmes avons vraiment une grosse difficulté, surtout pour celles qui sont carriéristes et pour celles qui sont très ambitieuses. On a des difficultés parce que parfois, dans l'imaginaire général, la promotion de la femme est forcément liée à la promotion canapé, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Et il faut que nos jeunes femmes aujourd'hui comprennent qu'on peut évoluer, qu'on peut atteindre ses objectifs sans forcément passer par sans forcément passer par là. Oui, il faut le dire très clairement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un point sur lequel je tiens à m'appuyer parce que aussi bien les victimes que les bourreaux ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas évoluer dans une société en se calquant sur ce type de modèle. Donc, toutes les jeunes femmes aujourd'hui, qu'elles soient jeunes ou un peu plus ou moins jeunes, doivent se dire que, quel que soit le temps que ça prendra, on peut y arriver à force d'efforts, à force de résilience et à force de détermination. Alors, je vois énormément de femmes avec de la personnalité sur ce plateau. Ça me plaît énormément, étant une femme de personnalité. Je trouve, Carmel, avec ce raisonnement, tu impactes et tu continueras d'impacter ta génération. Je te félicite pour ton travail. Merci. Et je t'encourage vivement à continuer. Merci. Un mot pour la fin. Alors, le mot de la fin que je pourrais dire, c'est la sororité, parce qu'aujourd'hui, on est dans le mois de la femme. Il y a une différence entre la sororité et le semblant de sororité que je dis souvent. Aujourd'hui, les femmes gagneraient à s'associer, gagneraient à s'entraider,
Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous les femmes, on a une manière différente de voir les choses. On peut dire tout ce qu'on veut, mais lorsqu'une entreprise gérée par une femme est toujours différente d'une entreprise gérée par un homme. De la même manière qu'on dit que la société se fait par la femme, parce que c'est la femme qui éduque l'enfant. Donc je pense que si entre femmes, on se soutient, même les victimes de harcèlement, les victimes de foyers vont être sauvées à temps. Les conseils qu'on peut donner aujourd'hui, moi je conseille plein de femmes dans leur rapport avec le travail et la hiérarchie, ou alors avec d'autres collègues dans cette histoire de harcèlement ou dans cette histoire de promotion canapé, pour leur dire qu'il y a une autre façon de faire, il y a un autre moyen de faire, il y a une posture à avoir. Lorsque vous avez une certaine posture, souvent vous évitez aussi certaines choses. Donc, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup Armelle. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Hein. Merci infiniment, Armelle. Ça mérite des applaudissements. Vraiment, j'ai la chance. Hein. C'est une chance énorme. Ah oui. D'avoir 3 femmes de qualité, de la crème des bombes atomiques. Hein. Et je vais te dire encore autre chose. C'est que tu as 3 femmes, c'est 3 sprinteuses. Voilà. Donc il y a une vraie sprinteuse, et là je vois 3 sprinteuses qui sont parties d'un bout pour arriver à un échelon très important, et bravo à vous 3, et bravo pour ce plateau, hein. C'est magnifique. Ah oui, merci pour ce plateau, vraiment, pour donner la parole. On va conclure alors, Marcel. Merci, en tout cas. Merci à Ayodele Ikwanzan d'être venu. C'était un plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Merci à Annie Chile pour moi, c'est le bonheur. Tu es parti de Bruxelles pour arriver jusqu'ici, hein, pour c'est plus clair, pour que les gens y voient un peu plus clair dans ta vie, dans ta vision, dans ta manière de fonctionner aussi. Merci à Armelle Ngouni, merci infiniment. Merci à toi. Merci. À toi. Oui. Ma co-animatrice. Oui, j'ai la dure charge de supporter Marcel et Alain. Elle a une femme battante. Et tu n'as pas fini. Hein. J'ai la dure responsabilité. Merci Marcel pour ta présence. Hein. Merci à toi, et puis c'est vrai que j'ai passé un moment délicieux et de découverte aussi, hein. C'est formidable. Bon, donc merci à toi. Merci pour toi. On se retrouve à la prochaine, hein. Je vous dis ciao, à bientôt. Ciao.